Le cours de l'or, le cours du gold en bourse, est-il proche de son point haut final? Le cours de l'or, 17 000 milliards de dollars en market cap, en capitalisation boursière. Un cours de l'or qui, suite à la quasi-certitude d'avoir un pivot de la Fed en septembre, a atteint les 2500 dollars l'once d'or, capitalisation boursière historique. Le marché est complètement en surachat sur les graphiques de moyen long terme. Nous savons que la Banque centrale de Chine, depuis un trimestre, n'achète plus d'or. Alors, est-ce que ce pivot de la Fed, ces baisses de taux attendues en série de la part des banques centrales occidentales, seront-elles suffisantes pour permettre à l'or d'aller plus haut, alors que, et je vais commencer par ça dans la vidéo, les objectifs de cours de l'analyse technique que nous avons vus ensemble depuis un an, basés sur les graphiques de moyen long terme, sont tout proches d'être atteints. Faut-il prendre ses bénéfices? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Fast and Forex. L'or, question simple. Question simple, réponse malheureusement pas simple. Enfin, justement, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Si on répondait par oui ou par non, la bourse serait dénuée d'intérêt. L'or est-il proche de son point haut final en bourse? Effectivement, alors je vais vous parler d'un certain nombre de choses, et d'ailleurs je vais commencer par l'analyse technique. Mais le cours de l'or, vous savez maintenant, donc, je le disais en introduction, 17 000 milliards de dollars, c'est la plus grosse capitalisation boursière mondiale. C'est plus de 5 fois Nvidia, c'est 16 fois le Bitcoin. Bon. Les signaux techniques haussiers avaient été donnés en début d'année, même en fin d'année dernière. Rappelez-vous, le dépassement des résistances, l'ancien record historique. À partir de là, dès lors qu'un marché évolue sur de nouveaux records historiques, il faut se projeter en analyse technique, en tout cas en utilisant des ratios d'extension, que moi je vous propose pour cette fameuse vague 5, qui est la dernière d'un mouvement haussier vieux de plusieurs années. Eh bien, moi je vous ai longtemps proposé cet objectif de cours entre 2500 et 2600 dollars, que j'envisageais pour la fin d'année, ça a été plus rapide que prévu. Nous y sommes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vend tout, on prend ses bénéfices, l'or ne peut plus aller plus haut, le peut-il? Certains visent 2007, d'autres visent 3000, d'autres encore 5000. Je vous assure, je n'en fais pas partie. Ou faut-il peut-être aller sur l'argent métal, qui peut largement, encore, et j'insiste, avec un gros potentiel de rattrapage, sur l'or, moi je vous confirme ma cible de fin d'année à 35 dollars pour l'argent métal, le XAG USD. Alors nous allons parler de tout ça. L'idée en fait, si vous voulez, la question est de savoir. Bon, tout le monde a compris que c'est complètement suracheté, alors, il n'y a pas encore de divergence baissière et je pense qu'on on va aller chatouiller dans mon intervalle technique des 2500-2600 dollars. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que les moteurs de cette tendance haussière de l'or sont encore suffisants pour aller plus haut? Nous savons que les banques centrales, à travers leurs achats, et en particulier la Banque centrale de Chine, étaient un des moteurs essentiels de la hausse de l'or. Or, c'est le cas de le dire, la Banque centrale de Chine a cessé d'acheter de l'or. Peut-être aussi pour une question de timing. Vous savez, elle a commencé à en acheter en 2022, donc elle l'a acheté à très bon prix, dans une volonté d'arbitrer ses réserves de change en défaveur du dollar et en faveur de l'or. Il y a encore de la marge, hein, je vais vous remontrer tout ça. Mais, au passage, la Banque centrale d'Inde serait peut-être en train de prendre le relais. Voilà, mais en fait, il y a tout ça. Bon, lorsqu'on arrive en surachat sur des graphiques de long terme, la seule façon d'aller plus haut, c'est que tous les moteurs fondamentaux agissent ensemble. Rappelez-vous, j'en ai parlé un certain nombre de fois dans cette émission Fast and Forex, mais on va tout reprendre. La corrélation inversée avec les taux obligataires, la corrélation inversée avec le dollar américain, les taux nominaux, les taux réels, la prime de risque géopolitique, la demande financière de gold à travers les ETF, où en sommes-nous? Il y a du bon, il y a du meilleur sur les ETF. La demande physique de gold, la demande en industrie dite de joaillerie, ça c'est la Chine. Voilà, donc c'est parti les amis, nous attaquons le vif du sujet. L'or est-il proche de son point haut final en bourse? C'est une question légitime, c'est une question d'autant plus légitime que l'or a été boosté vendredi dernier par
le time has come to pivot to monetary easing, cette déclaration de Jérôme Powell au symposium économique de Jackson Hole. Et donc effectivement, lorsque vous avez un gold, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui, moi ça y est, mon objectif de cours de long terme, il a été fait. Je suis assez content de le dire. Ces fameux 2500 $, c'est une cible que je vous propose depuis février dernier. Depuis la cassure ici du breakout, on va recommencer par l'analyse technique, nous y sommes, donc à partir de là, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut envisager, ou que disent les graphiques de long terme? Nous allons parler de tout ça. Le plan s'affiche sous vos yeux. Le cours de l'or évolue actuellement donc, sur son record historique en bourse. Et vous savez, je vais vous donner aussi un petit repère, ça peut vous intéresser. Vous avez ici un tableau, un classement des principaux actifs selon le critère de la capitalisation boursière mondiale. Effectivement, le gold atteint 17 000 milliards de capitalisation boursière. Je crois que c'est le PIB de la Chine, à peu près. Les États-Unis doivent être à 23 000 à 24 000, alors en PIB nominal, pas à parité de pouvoir d'achat. Donc vous voyez que c'est 5 fois plus que Nvidia, que Microsoft, que Google, qu'Amazon, que Saudi Aramco. L'argent est quand même extrêmement loin. Et donc c'est quasiment 16 fois, 15 à 16 fois la capitalisation boursière du Bitcoin. Donc effectivement, on peut se dire que le gold est quand même sur une market cap historiquement élevée, très élevée. Nous arrivons sur du surachat sur les graphiques de long terme, c'est ce dont je vais vous parler dans un instant, puisque là on va commencer par la partie technique, parce que je sais que parfois ça vous ennuie d'attendre la partie technique que je mets en général à la fin. Là, je la mets au début. Où en sommes-nous sur le plan technique? Une fois qu'on a vu ça, une fois que nous avons vu, une fois que nous allons avoir vu où nous en sommes sur le plan technique, l'idée c'est de savoir est-ce qu'on peut aller chercher la fourchette haute de cet objectif de cours. Pour ça, il n'y a pas le choix. Tous les moteurs de la tendance fondamentale de l'or doivent agir ensemble. Et je vais donc vous rappeler ces principaux moteurs. Première partie, analyse technique, les cibles haussières théoriques finales sont proches. Deuxième partie, un moteur malheureusement éteint de la tendance haussière, la BPOC, pour Banque Centrale de Chine, la Banque Populaire de Chine. Les moteurs encore allumés ou réallumés, j'insiste, les moteurs encore allumés ou réallumés sont un certain nombre de corrélations inversées qui produisent des effets haussiers sur le cours de l'or. Bien sûr, la prime de risque géopolitique. Gold versus Bitcoin, attention, attention, car nous savons qu'en termes de saisonnalité, l'automne-hiver, automne 2024, hiver 2024-2025 est attendu comme favorable à Bitcoin, et Bitcoin est présenté comme l'or numérique. Y aura-t-il un arbitrage, un rattrapage qui pourrait nuire au gold? Et l'argent, je pense que c'est là où nous avons toujours, et j'en parle depuis des mois, un rattrapage technique, et j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut toujours acheter sur support, et je suis très content car le support de l'argent a agi. Alors gold, les cibles haussières théoriques long terme de l'AT sont proches. Je commence donc par insister sur cet aspect. Les cibles techniques de long terme sont proches. Alors nous allons regarder ça ensemble. Nous avons donc à gauche, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires, à droite un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières. Donc là, on s'intéresse au très long terme. Oubliez la séance du jour, on s'en fiche. On n'est pas là pour traiter la séance du jour. Oubliez même la semaine, on s'en fiche aussi. On reprend la vue long terme. Alors déjà, je vous remonte, ça c'est intéressant. Attention, lorsque vous êtes sur un graphique de long terme, vous devez passer sur une échelle logarithmique. Ça n'a aucun sens sinon. Aucun sens. Lorsque vous avez comme ça un graphique qui depuis 30 ans, l'or ça valait 50 $, l'once. Maintenant ça en vaut 2500. Bon, vous passez de 50 à 100, vous doublez. Vous passez de 2500 à 2550. Ok, dans les deux cas vous gagnez 50, sauf que dans le premier cas vous doublez. Dans le deuxième cas vous doublez pas. Donc c'est impératif. Et votre analyse technique doit être basée sur une échelle logarithmique. Vous savez qu'ici, là, 2001-2002, c'était l'arrivée des tout premiers ETF Gold. C'est intéressant de noter. Il s'agissait ici de l'arrivée des tout premiers ETF Gold. Donc déjà, ce graphique de long terme permet de comprendre l'objet de la vidéo. Sommes-nous proches du point haut final du Gold? Parce que nous avons quand même sous les pieds une tendance haussière archi ancienne. Très, très ancienne. Et à un moment ou un autre, dans l'histoire de l'or, systématiquement, lorsqu'on arrive en haut de cycle haussier,
ça corrige pendant des mois, voire des années, où ça fait parfois une phase latérale. Donc l'idée c'est de savoir quand est-ce que cette correction ou cette phase latérale va arriver. Maintenant, à 3000, à 5000, c'est ça la question qu'on pose. Donc tout d'abord, ce graphique de long terme est donc un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l'or et en échelle logarithmique. Déjà, regardons le RSI mensuel. Alors, c'était superbe, hein. C'était en septembre dernier, le rebond sur le niveau des 50. Regardez comme c'était vraiment de l'analyse technique de base. En tendance haussière, un breakout haussier est un signal de continuation haussière. Bon, ça on l'a vu 1000 fois ensemble, hein, puisque si vous suivez mes vidéos Fast and Forex depuis des mois, vous savez que c'était vraiment la cible, c'était le scénario, et il s'est bien passé. Ensuite, lorsque le RSI entre dans la zone de surachat en tendance haussière, c'est un signal de continuation, mais arrive un moment où ce surachat devient excessif, et où il faut prendre ses bénéfices. Le RSI mensuel du gold est en approche de cette zone de résistance de long terme, mais n'y est pas encore. Donc déjà là, le RSI mensuel du gold nous dit que, bon, il y a peut-être encore un peu à gratter. Ça, c'est le message du RSI. Maintenant, observons le message d'autres outils d'analyse technique. Maintenant, moi, je reprends la façon, lorsqu'on évolue comme ça sur des records historiques, la meilleure façon de se projeter en tant que technicien, en tant qu'analyste technique, c'est d'utiliser les extensions de Fibo. Donc vous avez ici sur TradingView. Nous sommes en vague 5, c'est très visible. Une première vague, une 2, une 3, une 4. Ici, et vous avez eu d'ailleurs des patterns, ici un flat, ici un zigzag, et là une 5. Et nous sommes dans la 3 de la grande 5. Donc de toute façon, je pense qu'effectivement, d'ici la fin de l'année, on ira encore un poil plus haut. Bon. Nous sommes donc dans la dernière vague de hausse. Celle qui, lorsqu'elle sera terminée, verra le marché faire au mieux un range, voire une correction. Pour calculer l'objectif théorique de la vague 5, on projette des proportions, soit de la vague 3 au bas de la 4, soit du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, soit du bas de la 1 au bas de la 4. Moi, j'ai projeté des extensions du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, du bas de la 3 au haut de la 3 au bas de la 4, me donnant deux ici objectifs théoriques. Ils sont sur mon graphique depuis 6 mois. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo Fast and Forex pour vous dire que ces objectifs de cours théoriques qui sont sur mon graphique depuis 6 mois, nous y sommes quasiment. Nous y sommes quasiment. Et donc si vous avez profité de ce cours de l'or en hausse, je ne dis pas qu'il faut tout vendre. Je dis que c'est peut-être le moment de rehausser votre stop suiveur, de gérer la position. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut tout vendre, car je pense que nous irons chercher le haut de mon intervalle d'ici la fin de l'année. Voilà mon point de vue. Je pense que d'ici la fin de l'année, nous irons chercher le haut de mon intervalle, 2650, et qu'on aura un RSI sous résistance, et là, l'or ici, le RSI ici, c'est fini. Enfin, en tout cas, selon ma lecture de l'analyse technique, encore une fois. Alors, là, le marché atteint la partie basse, c'est possible qu'on ait fini une vague 3 de 5, qu'on fasse une 4 puis une 5, ça, nous aurons le temps de voir ça, c'est du court terme, on s'en fiche ici. Là, on se projette sur le long terme. Un moteur éteint de la tendance haussière, la Banque centrale de Chine, l'Inde, va-t-elle prendre le relais? Alors effectivement, là je vais vous remontrer toutes les datas, on va prendre le temps. Depuis l'année 2022, les achats d'or par les banques centrales, et en particulier la Banque centrale de Chine, ont été un des facteurs de hausse du prix de l'or en bourse. Alors je vous ai remis ici la performance des métaux précieux en 2024. Vous avez quand même l'argent qui est à plus 26, l'or qui est à plus 22. Bon, le cuivre, c'est pas un métal précieux, c'est un métal industriel. Et vous avez un rattrapage de palladium et platine, c'est une bonne chose. Je vous avais montré que le palladium, d'ailleurs, était sur un gros support de long terme dans une précédente vidéo. Elle remonte à 4-5 semaines. Vous avez l'historique dans le Fast and Forex. En fait, il y a un moteur qui est éteint et donc ça interroge énormément. Un des moteurs essentiels. Et c'est pourquoi, en fait, et je vais arrêter de dire en fait, ça c'est parce que je suis un peu fatigué. Bon, j'espère que vous ne m'entendrez pas gré, mais lorsqu'un marché, après des mois et des mois de hausse, atteint des objectifs de cours théoriques de l'analyse technique et que nous sommes en plus sur des records historiques, donc nous n'avons que l'analyse technique pour avoir des objectifs de cours, et qu'en plus de ça, à ce moment-là, vous avez un des moteurs de la hausse de l'or qui est éteint, c'est légitime de s'interroger. Dois-je prendre mes bénéfices? Mais en même temps, vous avez un nouveau moteur qui vient de se rallumer, qui est le fait que le pivot de la Fed va avoir lieu.
Et ça, du fait des corrélations, ça soutient l'or. Bon. Donc c'est pourquoi la question est quand même assez complexe. Quelque chose a donc changé depuis le second trimestre de cette année 2024, avec la Banque centrale de Chine qui n'achète plus d'or. C'est une rupture par rapport au précédent trimestre. Je m'explique. Vous avez ici, donc je suis sur le site du World Council, qui est cette association qui rassemble les principales compagnies minières d'or dans le monde et qui donne beaucoup d'informations régulièrement, très pratique. Vous avez ici donc une synthèse des composantes de la demande et de l'offre d'or. Donc je suis ici sur la demande. Et ce que vous constatez, c'est que les banques centrales, eh bien, depuis donc depuis quelques trimestres, l'histogramme est baissier. Bon, que se passe-t-il? Je vais enlever le reste, voilà. Montrer, voilà. Ça commence à refluer. Les banques centrales ont toujours été un moteur des achats d'or, mais on voit que la tendance se replie. Alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous allons regarder ici le comportement des achats d'or des banques centrales. Je vais prendre ici en rythme annuel et prenons par exemple l'année 2022. En 2022, la Chine était une des banques centrales qui a acheté le plus d'or. D'ailleurs, l'idée en fait pour la Chine, c'est d'équilibrer ses réserves de change entre les réserves en dollars et les réserves en gold. Et il y a encore de la marge. En 2023, la Chine était de très loin le premier acheteur d'or. 224 tonnes. Ok, très bien. Donc, la Chine a été très intelligente, puisqu'elle a chargé en or, elle a acheté de l'or, regardez, ici et ici. 2022-2023, la Banque centrale de Chine n'arrêtait pas d'acheter de l'or. Si vous reprenez mes vidéos Fast and Forex sur cette période, c'était un élément que je mettais beaucoup en avant. Ils ont eu un très bon timing, les Chinois. Et là, ils viennent d'arrêter d'acheter l'or. Comme par hasard, à l'approche d'objectifs techniques. Je ne dis pas que la Banque centrale de Chine a sorti ses Fibonacci. Bon, je vous dis que j'observe que nous avons des objectifs théoriques en approche, et que la Banque centrale de Chine qui a chargé ici, vient d'arrêter d'acheter. Vous prenez en détail, maintenant par trimestre. Regardez encore, au premier trimestre 2024, la Chine achetait encore un peu d'or. Et au second trimestre 2024, elle a disparu du classement. Et oui, elle a disparu. Interrogation, d'ailleurs ça fait quelques articles en une sur Bloomberg. Interrogation, la Chine n'achète plus d'or. Et les objectifs de cours théoriques sont en approche. Alors, il y a toujours d'autres éléments qui sont un peu gênants de la part de la Chine. C'est malheureusement un des moteurs qui est éteint, mais il y a peut-être l'espoir que ça se rallume. De manière générale, le fait que la Chine n'achète plus d'or a diminué donc la contribution globale des banques centrales à la demande d'or. La contribution globale des banques centrales à la demande d'or, vous voyez ici, donc vous avez les différents types de demandes d'or, la demande industrielle en joaillerie, la demande industrielle en technologie, la demande financière d'or ou dite d'investissement, ce sont les ETF, la demande des banques centrales, et vous regardez donc la part de l'histogramme de la demande des banques centrales, il est effectivement en baisse. Bon. Alors il y a autre chose, c'est l'importance de la demande en joaillerie. Et là aussi, ce que vous observez, alors pourtant, le cours de l'or a monté récemment. Mais c'est parce que d'autres moteurs ont pris le relais. J'y viens. C'est le slide d'après. Les moteurs qui se sont rallumés. Heureusement, sinon l'or ne serait pas allé plus haut. Mais effectivement, la demande en joaillerie est en baisse. Et la demande en joaillerie est en baisse parce que la Chine peine à relancer, dans sa croissance économique, la contribution de la consommation des ménages. Et vous avez notamment, je vous ai mis le graphique ici en bas à droite, l'évolution du taux de croissance annuel des ventes au détail en Chine, les ventes au détail étant le baromètre pour représenter la consommation des ménages. Là, vous avez le monde d'avant Covid, où c'était quand même du 10% par an. Le Covid est arrivé et ça a mis un gros bordel. Il y a eu une reprise, fin de la politique de zéro Covid début 2023, et depuis ça ne prend pas. Le consommateur chinois reste frileux, la croissance des ventes au détail est proche de zéro. Alors, dans les lueur d'espoir par rapport à cela, c'est que Banque centrale de Chine et les autorités chinoises, la politique budgétaire font leur possible pour relancer la consommation chinoise, pour redonner confiance aux consommateurs chinois, pour rebooster les ventes au détail. Et nous pouvons avoir l'espoir
qu'à partir de la rentrée, cela finisse par produire un effet favorable sur la consommation en joaillerie, qui représente une part importante de la demande d'or. C'est ce que je vous ai montré ici. La joaillerie, c'est donc l'histogramme qui est ici en violet. Vous voyez que c'est 30 à 40% de la demande d'or chaque trimestre. Donc c'est quand même important. Alors dans les lueurs d'espoir aussi, vous avez le fait que nous observons depuis un trimestre une arrivée de la Banque centrale d'Inde. Peut-être qu'elle viendra en relais de la Banque centrale de Chine. Alors maintenant, les moteurs haussiers qui peuvent encore agir ces prochains mois. Rappelez-vous, l'idée, la question est, le cours de l'or peut-il aller chercher la zone théorique d'objectif de cours des 2600, 2700 $ l'once d'or? Donc nous sommes en approche de l'intervalle. Peut-on entrer à l'intérieur, aller chercher la partie haute ou pas? Bon, encore une fois, j'invite à la plus grande confiance. À la plus grande prudence, décidément. Alors, pour ce faire, pour pouvoir envisager d'aller chercher plus haut, il faut la combinaison de tous les autres moteurs. Moteur numéro 1, la tendance baissière du dollar américain sur le Forex. Alors ce dernier est en chute cet été, et des signaux techniques baissiers ont été donnés sur le dollar américain face à un panier de devises. J'y viens dans un instant. Moteur numéro 2, la tendance baissière des taux d'intérêt nominaux et des taux d'intérêt réels sur le marché obligataire, car il existe historiquement une corrélation inversée forte entre donc, le cours de l'or et la tendance du dollar américain sur le marché d'échange, parce que lorsque nous interrogeons les investisseurs institutionnels qui investissent notamment sur les ETF Gold aux États-Unis, systématiquement, ils expliquent que c'est aussi une couverture contre la chute du dollar. Donc, une grande partie de la hausse de l'or cet été, c'est le DXY. Le DXY étant le code mnémonique, rappelez-vous, du dollar américain face à un panier de devises, il n'a cessé de baisser depuis fin juin. Là, il arrive en zone basse. Il va y avoir un rebond technique. Mais la tendance de fond est baissière. Et moi, je suis convaincu que d'ici décembre, nous irons plus bas sur le dollar américain. Et je vous renvoie vers mes 2 derniers Fast and Forex. Je suis précis sur ce sujet. Donc oui, ces prochains mois, ces 5-6 prochains mois, la baisse du dollar sera un facteur de soutien pour l'or. Ces 5-6 prochains mois, la baisse des taux d'intérêt obligataires nominaux et réels sera un soutien pour l'or. Ça, donc, c'est important à noter. Et il faut que tout ça agisse ensemble. Moteur numéro 3, bien sûr, la poursuite du rebond de la demande dite d'investissement de gold via la demande des ETF, qui est en fort rebond. Et moteur numéro 4, l'inversion du cycle monétaire de la Fed ces prochains mois, avec un alignement du cycle des taux d'intérêt à la baisse sur la Chine et les autres banques centrales occidentales. Alors j'illustre un peu tous ces propos. Tout d'abord, vous avez donc effectivement un dollar américain face à un panier de devises qui est en construction technique baissière. Alors attention, à court terme, on est en zone basse, je ne serais pas surpris qu'il y ait un petit rebond technique, on est vraiment loin, ça diverge, voilà, très bien, donc il va y avoir un rebond, mais la tendance de fond reste cette structure en ABC. J'ai redétaillé ça dans le Fast and Forex de la semaine dernière, et donc le marché, pour moi, d'ici la fin d'année, ira chercher cette zone. Donc voilà, donc un rebond à court terme, et ensuite reprendre la direction du sud, peut-être à l'automne. Ok. Maintenant, le plus important, c'est la corrélation inversée entre l'or et les taux d'intérêt nominaux et obligataires du marché. Vous avez ici en jaune donc la courbe de l'or, et vous constatez que l'accélération haussière du gold cet été, c'est l'inversion de la courbe, l'inversion de tendance des taux nominaux. J'ai mis ici le taux nominal à 2 ans des États-Unis, le taux d'intérêt nominal à 10 ans des États-Unis, et ici donc les taux réels, qui sont donc les taux nominaux retraités de l'inflation. Alors l'ensemble de ces taux, notamment les taux réels, restent encore largement au-dessus de zéro, c'est un fait, mais ils ont repris la direction du sud. Et pour envisager réellement d'avoir un vrai soutien des taux d'intérêt pour la hausse de l'or, il faut casser des supports. Et moi, je vous ai beaucoup insisté sur le fait que j'observais notamment l'évolution des taux obligataires américains en utilisant le système Ichimoku en données hebdomadaires. Ici, à l'époque, en 2018, on était sorti par le bas du nuage, confirmation lagging span baissier. Là, nous sommes sortis du nuage, on attend la confirmation de lagging. Moi, je vise un retour d'ici la fin de l'année du taux à 10 ans américain ici. Cela sera un facteur de soutien pour le cours de l'or. Donc, si vous voulez,
Ces éléments ces éléments vont agir ensemble. D'autant plus que dans la demande d'or, vous avez une partie financière, la demande dite d'investissement, que cette demande d'investissement se fait essentiellement via les ETF. Essentiellement, on voit ça en termes d'AUM via les ETF états-uniens et européens. Et regardez la dynamique des inflows au troisième trimestre 2024 sur les ETF, largement positif aux États-Unis, largement positif en Europe et même positif en Asie. Donc il y a en fait, même si la Chine n'achète plus d'or, il y a eu une prise de relais, et en particulier de la part de la demande financière via les ETF. Et on le voit très bien ici. Vous avez donc la courbe de l'or en orange, en jaune, en couleur or, quoi, doré, et l'histogramme ici des inflows ou outflows en tonnes sur les ETF, par région, Amérique du Nord, Europe, Asie, et on voit que tout était ensemble dans le vert. Donc, si vous cherchez une raison de la hausse de l'or cet été, ce sont les ETF, c'est la baisse des taux obligataires, nominaux, réels, c'est la baisse du dollar américain, tout ça parce que le marché se projette sur une inversion du cycle monétaire. Time has come to pivot to monetary easing. Je reprends la conférence de presse de Jérôme Powell à Jackson Hole la semaine dernière. L'idée, c'est d'avoir une Fed qui va, ici donc le taux de la Fed est à 5,5, s'aligner sur les autres banques centrales occidentales qui ont commencé à pivoter à la baisse. Bon, la Chine, elle, c'est toujours à la baisse. Il n'y a que celle du Japon qui remonte. Donc en gros, lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool avec les anticipations quant au cycle monétaire de la Fed d'ici la fin d'année, ça c'est le minimum légal pour apporter du soutien à l'or. Maintenant, la grande question de tout ça, c'est que même si nous avons encore davantage de baisse du dollar, même si nous avons encore davantage de baisse des taux, est-ce que vraiment l'or est en mesure d'aller encore plus haut, sachant qu'il est déjà extrêmement haut et qu'il a atteint, ou en tout cas qu'il entre. Moi, si vous voulez, et je vais arrêter de dire si vous voulez, lorsque j'ai un RSI qui arrivera ici, lorsque j'ai un RSI mensuel qui arrivera à 80 sur le gold, je coupe tout, j'encaisse. Voilà, donc ça me paraissait quand même intéressant de vous rappeler tout ça. Alors, ne partez pas, il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore plein de choses que nous allons regarder ensemble, mes chers amis. Alors, bien sûr, bon là, j'étais obligé un peu de le dire, ça c'est l'actualité tous les jours, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, le Hezbollah, le Hamas, Israël, la bande de Gaza, la Chine, Taïwan, etc., l'Afrique, bon, enfin, toutes ces bonnes personnes, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets à bonne, hein, qui se lèvent le matin et qui ont envie de se mettre sur la figure. Bon, tout ça, c'est un soutien de fond à la tendance de l'or. Et ça, bon, sauf, alors bien sûr, il faut le souhaiter par contre. Souhaitons une paix en Europe de l'Est, souhaitons un accord de cessez-le-feu au Proche-Orient, et là, attention, l'or sera sous pression. Attention à ça. Au stade actuel, on parle de prime de risque géopolitique, parce qu'il y a un risque, et donc une prime, c'est ce qu'on ajoute à la valeur de l'or. Mais viendra bien un moment où les choses peuvent s'apaiser sur le plan géopolitique, la prime, on la retire. Et donc, l'or chutera d'un étage. Ayez conscience de ça, ça faisait partie des éléments que je souhaitais vous rappeler. Autre facteur qui pourrait mettre la pression sur l'or. Moi, mais je n'en parle pas sur cette chaîne, j'estime que l'automne-hiver, donc entre début octobre et fin février prochain, nous aurons le bull run du Bitcoin. Bitcoin est vu comme l'or numérique et que cela peut être défavorable à l'or. Je vous rappelle que le Bitcoin capitalise 16 fois moins que l'or. Beaucoup de gérants institutionnels jouent le rattrapage. Ça capitalise même moins que l'argent, qui est à 1700 milliards de dollars. Le Bitcoin est à 1200 milliards de dollars. Je vous rappelle que nous entrons dans la phase favorable à Bitcoin entre octobre et février prochain. Du point de vue de la rareté de Bitcoin, le modèle stock to flow l'illustre bien.
Et enfin, vous pouvez faire l'analyse technique sur le ratio Bitcoin-Gold, et nous sommes proches d'un support. Cela va dans le sens d'une reprise de la hausse du ratio Bitcoin-Gold, et si le ratio Bitcoin-Gold repart à la hausse, cela veut dire que le Bitcoin aura un meilleur comportement relatif que l'or. Il aura une surperformance sur le cours de l'or. Donc attention, cela pourrait mettre la pression sur le cours de l'or. C'est donc pour cette raison que si je devais continuer, en tenant compte du risque géopolitique, du pivot des banques centrales, des taux d'intérêt, du dollar, des ETF, si je cherchais finalement à rester exposé dans le sens de la tendance haussière des métaux précieux, je me tournerais vers l'argent métal, le XAG USD, pour lequel nous sommes très loin d'être en surachat technique. Le XAG USD, moi je vous confirme sur le XAG USD ma cible des 35 $. Les records historiques sont loin. On vient de faire un superbe pullback sur le support des 26 $, sur le RSI weekly sur le niveau des 50, un superbe pullback sur la moyenne mobile à 200 jours. Et donc moi, je ne serais pas surpris, en tout cas c'est ma conviction, que le cours de l'argent puisse, eh bien, poursuivre. Allez, mon objectif des 35 $, c'est pour décembre, janvier prochain. Notez-le. Mon objectif des 35 $, c'est pour décembre, janvier prochain. N'oubliez pas aussi une chose. On achète en tendance haussière, certes, mais nous achetons sur support. Voilà, chers amis, j'espère que ce point sur l'or vous a plu. Et de la même façon, j'espère que le nouveau setup visuel, caméra et son, vous sied. Merci à toutes et à tous. Salut.